Alors aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a littéralement vécu deux vies en une seule. C'est une histoire assez incroyable, celle d'une figure de la France du 19e siècle, un parcours qui, vous allez voir, bouscule pas mal de nos idées reçues sur la classe sociale, sur l'art et puis aussi sur l'ambition. Alors voilà, on plonge tout de suite dans le cœur du sujet. Le conflit central dans la vie de Charles Poncy, c'est vraiment ça. Un homme complètement tiraillé entre deux mondes. D'un côté, vous avez le monde physique, celui du bâtisseur, la sueur, la truelle, la carrière. Et de l'autre, c'est le monde de l'esprit, celui du poète, avec l'ambition littéraire, la plume et le rêve des salons parisiens. Bon, alors, pour bien comprendre, il faut revenir au début. Notre histoire, elle commence où? Dans la ville portuaire de Toulon, une ville bien vivante, où notre héros, si on peut l'appeler comme ça, naît dans un univers de pierre et de poussière, littéralement. Son chemin, à la base, il semblait tout tracé. Imaginez, né dans une famille de maçons, il quitte l'école à 9 ans à peine pour aller bosser sur le chantier familial. Et pourtant, en secret, il y a cette passion qui le dévore, la littérature. C'est un autodidacte total. Il dépense le peu d'argent qu'il a dans des livres d'occasion. On raconte même, et c'est une image assez forte, qu'il composait ses premiers poèmes dans sa tête, en plein travail, et qu'il les écrivait parfois au charbon sur les pierres du chantier. Incroyable, non? Et puis, un jour, tout bascule. Un seul événement va le catapulter de simple curiosité locale à une véritable sensation nationale. C'est le début de l'ascension. Et là, ce qui est vraiment dingue, c'est la vitesse à laquelle tout s'enchaîne. Regardez bien, en 1840, il est découvert par l'Académie de Toulon. Un an plus tard, en 41, c'est George Sand, rien que ça, qui le couvre d'éloges. Et en 1842, il publie son premier recueil. En 2 ans à peine, il passe de maçon inconnu à la nouvelle star des salons parisiens. C'est fulgurant, il n'y a pas d'autre mot. Et cette citation, elle est de George Sand. C'est pas n'importe qui. C'est l'une des plus grandes écrivaines de son temps. Elle va devenir sa marraine littéraire, son mentor. Pour elle, pour Lancy, c'est la preuve vivante que le génie, ça n'a rien à voir avec la classe sociale, que le talent peut vraiment pousser n'importe où. Et ça ne s'arrête pas là. Toute l'élite littéraire s'emballe. Même Victor Hugo, le grand Victor Hugo, lui envoie ses félicitations. À ce moment-là, c'est clair, Poncy n'est plus juste un poète. Il devient un symbole. LA, figure de proue de ce qu'on appelle les poètes ouvriers. Mais voilà, pendant que sa renommée explose, la France, elle, est en pleine ébullition politique. Et cette agitation va rattraper notre poète. Il va bientôt se retrouver face à un choix crucial qui va redéfinir tout son avenir. Et cette année-là, c'est 1848. La Révolution éclate en France. Et en plein milieu de ce chaos, Poncy reçoit une lettre enflammée de sa protectrice, George Sand. Son message est clair. « Charles, tu dois te lancer en politique. Tu es l'homme du peuple, tu dois le représenter. » Sauf que le rêve va très vite se fracasser contre le mur de la réalité politique. C'est une tentative, mais ça ne prend pas. Malgré le soutien de Sand, sa candidature se solde par un échec total. Alors pourquoi cet échec? C'est l'illustration parfaite de sa position impossible. Pour les radicaux, pour la gauche dure, il est vu comme trop modéré, pas assez révolutionnaire. Mais pour les conservateurs, évidemment, il est beaucoup trop rouge, c'est un homme du peuple. En gros, il est coincé au milieu, et personne ne lui fait vraiment confiance. Et là, c'est la douche froide. Complètement désillusionné par la politique, Poncy va prendre une décision radicale. Un virage à 180 degrés, totalement calculé. Il va, en quelque sorte, tourner le dos à l'identité même qui l'avait rendu célèbre. C'est une véritable réinvention. Regardez comme c'est méthodique. Première étape, il se plonge dans le droit, la géométrie, tout ce qui lui manquait sur le plan académique. Ensuite, il décroche un poste de secrétaire de mairie. Et enfin, il est nommé secrétaire de la Chambre de commerce. En gros, il troque sa truelle et sa plume contre la sécurité et le prestige d'une carrière de fonctionnaire. Et d'un point de vue matériel, c'est une réussite totale. Il assure son avenir, son statut social, il reçoit même la Légion d'honneur. Mais il y a un prix à payer. Ce faisant, il s'éloigne complètement de cette identité d'ouvrier qui avait fait sa gloire. Il est devenu un notable, un bourgeois. Alors, au final, que retenir de Charles Poncy? Comment faut-il voir son parcours? Son héritage est aussi complexe, aussi partagé que l'a été sa vie. On a vraiment deux lectures de son histoire. D'un côté, il y a le symbole. L'homme du peuple qui s'élève par la culture, un modèle d'intégrité et d'ascension sociale. Et de l'autre, il y a la critique, notamment littéraire, qui dira plus tard que son style était un peu daté, qu'il n'a fait qu'imiter les grands poètes au lieu de développer sa voix unique, sa voix d'ouvrier. Et cette dualité, on la retrouve jusque dans ses écrits. Au début de sa carrière, ses poèmes, comme Le Chantier, sont très ancrés dans la réalité du travail manuel. C'est brut, c'est concret. Puis plus tard, il va se tourner vers autre chose, vers la défense de ses racines, de sa langue provençale, notamment avec le mouvement du Félibrige. C'est un autre Poncy. Finalement, toute l'histoire de Poncy nous laisse face à cette question, qui est loin d'être simple.
Sa transformation, c'était une trahison de ses origines, ou au contraire, c'était le triomphe de quelqu'un qui a su survivre et s'adapter? C'est une question sur le prix du succès, sur les compromis, un parcours vraiment fascinant qui, je trouve, résonne encore beaucoup aujourd'hui.